Bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le jeu Fallout. Fallout, le jeu de plateau, qui est tiré de la licence bien connue du jeu vidéo Fallout, édité par Bethesda. Cette édition jeu de plateau est éditée par Fantasy Flight Games et la version française est assumée par Edge. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 1 en solo bien sûr, et jusqu'à 4 joueurs en compétitif. Les auteurs de ce jeu sont Andrew Fisher et Nathan Hajek. Il existe deux extensions pour ce jeu. Donc ici, nous avons le jeu de base Fallout. Ici, nous avons l'extension Nouvelle-Californie qui ajoute beaucoup de matériel, notamment des cartes et des nouveaux scénarios. Un nouveau scénario, Nouvelle-Californie, et qui, en plus de ça, améliore les scénarios de la boîte de base en les rendant plus grands et ouais, voilà, en mettant des quêtes et des rencontres un peu plus variées. Ensuite, nous avons la troisième extension pour Fallout, c'est Lien Atomique, qui, elle, permet de convertir le jeu de base et l'extension en un jeu coopératif. Très intéressant. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper du jeu de base Fallout et ainsi que de l'extension Nouvelle-Californie qui, elle, n'inclut pas, quasi pas de nouveau gameplay. Le but du jeu va être pour chaque joueur de récolter un maximum d'influence au travers de quêtes, de rencontres, de combats, pour arriver à atteindre le nombre de points d'influence requis. Alors, il est différent en fonction du nombre de joueurs, pardon. À un joueur, il faudra avoir 11 influences, à deux joueurs 10 influences, à 3 joueurs 9 influences, à 4 joueurs 8 influences. Celui qui atteint son résultat le plus rapidement a gagné la partie. Attention parce que nous jouons un scénario. Dans ce scénario, des factions vont être en activité. Si l'une de ces factions atteint son maximum de points, eh bien, avant que les joueurs aient gagné, eh bien, tous les joueurs perdent la partie. À présent, voyons comment nous faisons pour jouer à Fallout, le jeu de plateau. La première chose à faire dans Fallout, pour bien commencer la partie, c'est de se choisir une fiche scénario. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre le scénario le Commonwealth. Dans la fiche de scénario, nous avons plusieurs choses à savoir. La première, c'est la mise en place. Donc vous voyez ici, on nous indique d'installer la carte 14 sur le plateau de jeu. La carte 14, ce sera la première carte qui va nous guider, si vous voulez, dans les objectifs à accomplir pour essayer d'avancer dans ces terres désolées. Car il faut l'avouer, au début, c'est bien des terres désolées. Nous sommes perdus, pas trop de... Nous ne savons pas trop où aller, hein. Nous ne connaissons pas. Donc en fait, la case de départ est ici, sur la tuile, où se situe le camp de la croisée des chemins. Voilà, donc en fait, nous posons notre figurine sur une case que nous voulons, sur la case que nous voulons, pardon. Voilà, une fois cette mise en place du scénario effectuée, nous pouvons retourner le dos de la carte scénario. Et là, il nous est montré les factions dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, les factions en présence dans ce scénario seront le réseau du rail et l'Institut, avec une description chacune voilà, de pourquoi sont-elles là et qu'est-ce qu'il se passe. Sur les cases situées à gauche, ici, nous allons poser les pions représentant les factions. Donc il est marqué, ici vous voyez le réseau du rail sera l'étoile et l'Institut sera le bouclier. Elles commencent toutes deux sur la case 1 de la fiche de scénario. Voilà. Cette fiche a aussi un autre but. Vous voyez ici, il y a des caractéristiques. Eh bien, ces caractéristiques, ici, là, avec l'étoile X1, Y, un pistolet, nous seront très utiles pour mesurer la force des factions en présence en fonction de l'avancement de leurs pions sur cette piste. La deuxième étape est de passer à la mise en place des pions, des jetons et des cartes qui vont constituer le matériel du jeu. Alors je vais commencer par les cartes butin. Donc les cartes butin sont celles-ci. Les cartes butin, ce sont des cartes, voilà, avec ce dos, des cartes qui vont être obtenues souvent, hein, lors de résolutions de combat ou alors éventuellement lors de rencontres. Voilà, alors il y a de tout, hein,
Ça va du psycho à des drogues, hein, drogues multiples et variées, des armes, des magazines, des clés serre-tubes, tout ont une utilité. Et vous remarquerez que certaines, bien sûr, elles n'y sont pas. Bon, certaines ont même des emplacements de main, ou voilà, ici, là. Ça, vous verrez que cela correspond à des emplacements sur le plateau de joueur. Donc voilà, les cartes butin peuvent être récoltées durant le jeu, souvent lors de combats, parfois lors de rencontres. C'est très très intéressant. Passons à présent aux cartes atouts. Donc les cartes atouts, ce sont ces cartes avec ce dos. Ce sont à peu près les mêmes que les cartes butin, mis à part qu'elles contiennent quand même un peu plus de choses, on va dire, importantes et utiles. Donc comme des steam packs, des radaway, des armures, des grenades, des pièges, voilà, encore des armures, des alliés, et ainsi de suite. Voilà, des objets pouvant nous aider eh bien, à nous dépatouiller d'un peu toutes les histoires que nous allons rencontrer sur ces terres désolées. Voilà, donc là, nous avons les cartes atouts qui constituent en fait les shops. Les shops, c'est un étal qui sera mis en place lors de certaines rencontres et sur lequel nous pourrons troquer avec des marchands. Voilà, donc la mise en place de l'échoppe se fait ainsi. Nous déployons les 4 premières cartes du paquet, ainsi, tout en préservant une place sur la gauche, car lorsque nous troquerons, nous dévoilerons une carte supplémentaire ici. Ensuite, nous avons les cartes atouts uniques. Donc ces cartes atouts uniques, nous aurons l'opportunité de les récupérer. Euh, Souvent, quand nous terminerons une carte rencontre ou une quête bien précise, eh bien, on nous renverra ce paquet pour aller récupérer un atout unique qui est, ma foi, qui sont tous très performants. Donc ça, c'est un paquet que nous pouvons mettre de côté ici. Ensuite, ici, vous voyez les cartes rencontres des terres désolées et ici, les cartes rencontres des colonies. Donc ça, nous serons amenés à les piocher lorsque nous ferons l'action euh, rencontre. Ensuite, ici, nous avons les cartes intrigues. Donc les cartes intrigues ont deux buts. Le premier but, c'est de faire les mouvements, de nous aider à faire le mouvement des factions et des divers pions ennemis qui se trouveront sur les terres désolées. Donc à ce moment-là, nous nous concentrerons ici uniquement sur ces icônes. Le deuxième but de ces cartes, c'est de nous aider, nous, en tant que survivants, à faire nos points de réputation. Oui, appelés, voilà, pour nous faire les points d'influence. Vous voyez par exemple sur celle-ci, il est marqué pour chaque emplacement où le pion bouclier a progressé au-delà du pion étoile, eh bien, nous gagnerons une influence. Donc ça, c'est à mesurer sur cette piste ici, vous voyez. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les pions vont au fur et à mesure du scénario avancer. Eh bien, par exemple, si le bouclier se trouve ici et que l'étoile se trouve ici, et que nous prenons cette carte, il est marqué pour chaque emplacement où le bouclier a progressé au-delà de l'étoile, nous gagnerions 1. Or, nous voyons que le bouclier est en retard par rapport à l'étoile, donc cette carte ne nous rapporterait qu'un point d'influence qui est ici. Mais ceci ne fonctionnerait pas, puisque le bouclier est en retrait par rapport à l'étoile. Ces cartes influence, chaque joueur peut en posséder 3 maximum. Mettons que je possède celle-là. Faisons le compte des points d'influence que je pourrais avoir à ce moment-là de la partie. Donc là, j'aurai 1 point, 2 points, 3 points, plus celle-là, on a vu qu'elle ne m'amènerait rien de plus. Celle-ci, s'il reste exactement une tuile inexplorée marquée 1 point d'influence. Voilà, donc parmi les tuiles du plateau, si il en reste une seule, à la fin, enfin, quand je déciderai de faire mon score, pardon, s'il en reste une seule inexplorée, eh bien, cette carte m'apporterait 1 point d'influence de plus. Voilà, donc là, ce n'est pas le cas, donc 0 point.
de plus. Et celle-ci nous dit, pour chaque emplacement où le bouclier a progressé au-delà de l'étoile, je gagnerai un point. Donc là, nous pouvons voir que les cartes, si dans la partie je possédais ces cartes, elles ne m'amèneraient pas grand-chose. Il faudrait donc que soit je décide d'en défausser et d'en prendre d'autres, hein, en remplissant des quêtes ou des rencontres, soit que je décide d'œuvrer pour que le bouclier, la faction du bouclier, donc en l'occurrence ici l'Institut, dépasse la faction du réseau du rail qui est représentée par l'étoile. À ce moment-là, ces cartes-là me rapporteraient des points de victoire supplémentaires. Passons ensuite aux cartes aptitudes. Donc les cartes aptitudes sont celles-ci. Alors vous voyez, elles ressemblent à vraiment les dessins. Moi qui adore le jeu Fallout, je m'y retrouve totalement. Donc les cartes aptitudes, elles, fonctionnent avec le spécial. En fait, il y a 3 cartes aptitudes par lettre de spécial. D'accord? 3 pour le S, 3 pour le E, 3 pour le P, et ainsi de suite. Ces cartes d'aptitude nous donnent des pouvoirs très particuliers. Prenons celle-ci par exemple, défausser pour récupérer tous vos PV. Jusqu'à la fin de votre tour, quand vous devez subir des dégâts, vous n'en subissez pas. Donc ça peut être très très fort, et ainsi de suite. On ne va pas toutes les regarder. Comment est-ce qu'on peut les obtenir, ces cartes? Donc nous pouvons les obtenir soit par des cartes butin, par exemple, où nous trouverions, vous savez, les figurines dans le jeu Fallout que l'on trouve. Eh bien, nous avons la possibilité de les trouver aussi ici, et à ce moment-là, elles nous octroient la possibilité de récupérer une carte aptitude comme celle-ci. Ou alors, lorsque nous passons de niveau, nous aurons aussi la possibilité de pouvoir récupérer des cartes comme celle-ci. Mais ça, nous y viendrons tout à l'heure quand je vous expliquerai le passage de niveau. Intéressons-nous à présent aux pions ennemis. Donc les pions ennemis vont être disséminés sur la map au fur et à mesure de leur apparition. Et donc ils se constituent en plusieurs catégories. Nous avons les pions robots, les pions monstres, les pions humains, les pions super mutants et les pions créatures. Voyons comment est-ce qu'ils se constituent. Donc, par exemple, celui-ci, nous tombons sur un Darion, donc l'illustration du Darion, hein. Elle est belle, hein. Nous avons l'icône donc de l'ennemi. Ensuite, nous avons ici son niveau, donc niveau 2. Et là, nous avons l'emplacement dans le SVAV, hein, c'est ça? Oui, je pense, oui, c'est ça. Qui nous indique les points faibles de la bestiole et le résultat qu'il faudra faire sur le dé pour pouvoir la toucher. Ici, dans l'icône jaune, si elle avait eu des atouts, par exemple, on va essayer avec un peu de chance de tomber dessus, voilà, ici. Eh bien, vous voyez, ici, ce sont des atouts. Donc, ce sont des capacités qu'a la créature. Voilà, mais tout ceci, ce sont des icônes spéciales qui, lorsqu'elles apparaîtront dans la partie, on fera avec et je vous les expliquerai. Passons à présent aux tuiles qui vont constituer les terres désolées. Donc elles sont bien sûr en deux couleurs. Donc la couleur verte, on va dire, comme il n'y a rien de simple dans ces terres, on va dire que ce sont des terrains difficiles. Et les rouges, ce sont des terrains très difficiles. Donc prenons au hasard une tuile. Donc vous voyez la flèche qui est ici. Elle veut dire que nous devons toujours poser, quand nous découvrons une tuile, la flèche vers le haut du terrain. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, vous voyez que la tuile est composée en plusieurs parties. Ce sont les cases de la tuile. Quand nous nous déplaçons, nous déplaçons de case en case. Voilà. Cette icône ici dit que l'on doit faire apparaître un ennemi. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, là, cela fera apparaître un ennemi avec cette icône. Donc un humain. Voilà. Ici, que nous poserions sur cette tuile. Face découverte. Ce terrain, qui est un terrain bordé de rouge, signifie que c'est un terrain, on le voit bien sur le décor, c'est un terrain montagneux, donc difficile d'accès, qui nous demandera 2 points de mouvement pour pouvoir nous y déplacer. Les cases simples nous demandent uniquement 1 point. Il se peut aussi que sur notre route, nous trouvions... Allez, on va aller chercher dans le rouge. Voilà.
un terrain avec une bordure verte ainsi et un signe radioactif. Vous vous en doutez, cela veut dire que ce terrain est radioactif et que lorsque nous nous y déplacerons, nous ferions augmenter notre compteur de radioactivité de 1. Intéressons-nous maintenant à la piste de joueurs. Alors, cette piste de joueurs est simple à comprendre. Ici, nous avons les cases qui recevront les pions spéciaux que nous récupérerons au fur et à mesure de notre progression du personnage. En dessous, nous avons la piste XP qui sera suivie avec ce petit marqueur gris et pour le moment, nous allons le placer sur la première case. En dessous, nous avons la piste de radiation qui sera suivie, elle, par le marqueur radioactivité. Voilà. Et ensuite, nous avons à droite notre total de points de vie. Nous démarrons tous à 16 points de vie, hormis cas spéciaux. Voilà. Lorsque le pointeur radiation atteindra le même niveau que le pointeur point de vie, ou le dépassera, notre personnage sera tué. Bon, c'est pas la fin de la partie quand on est tué, mais il va y avoir des conséquences. Ici, ces 3 emplacements sont prévus pour recevoir les pions état. Commençons par le pion idolâtré. Voilà, ici. Il est beau, hein. Donc, et à son verso, nous avons le pion vilipendé. Ce sont des traits qui déterminent ce que les gens pensent du survivant. Ils n'ont pas d'effet direct, mais ils peuvent être requis pour obtenir des compagnons, par exemple, ou pour réaliser des rencontres ou des quêtes. Quelqu'un qui serait vilipendé ou idolâtré poserait, selon la face, son pion ici, pour mémoire. Passons ensuite au pion synthétique mutant. Voilà, nous avons ici le mutant et ici le synthétique. Ces traits indiquent si le survivant est ou non un synthétique ou un super mutant, et ils n'ont pas d'effet direct, mais peuvent être requis pour la réalisation de certaines quêtes, rencontres ou autres. Ensuite, nous avons le trait bien reposé, ici, voilà, ou le trait accro, pas mal aussi. Ces traits marquent le bien-être du survivant ou alors la dépendance à des drogues, hein. À force d'utiliser des drogues, eh bien, forcément, on devient accro. Ça, c'est, voilà. Et un survivant bien reposé peut choisir de perdre ce trait pour gagner une relance lors d'un combat ou d'un test. Il est bon de se rappeler qu'un survivant ne peut avoir qu'un seul trait d'un pion, hein. C'est-à-dire on ne peut pas être à la fois bien reposé et accro, hein. C'est l'un ou l'autre. Et ce petit symbole de verrou ici signifie que ce pion ne peut pas être retourné et que si à un moment donné un survivant devait gagner le trait opposé à celui qui a le cadenas, eh bien il ne pourrait tout simplement pas le gagner. Voilà. Donc il y a des moyens de se guérir des états, bien entendu. Mais tant que nous avons un état opposé avec un verrou, nous ne pouvons pas gagner l'état opposé. Passons à présent aux différentes actions qu'il est possible d'exécuter dans les terres isolées et concentrons-nous pour démarrer sur l'action de déplacement. Alors, c'est simple. Excusez-moi, lorsque un survivant déclare faire une action de déplacement, il gagne automatiquement 2 points de mouvement. Donc, à partir de là, on peut les utiliser comme bon nous semble. C'est-à-dire, je pourrais très bien dire, eh bien, je vais faire 1, 2, voilà, très bien. Je vais faire 1, 2. Alors, attention, je suis rentré dans une zone radioactive. Donc, à ce moment-là, je prends une radiation sur mon compteur personnel et hop, je passe à 1 de radiation. Voilà, je pourrais très bien dire, tiens, je vais faire 2 actions de déplacement. Donc à ce moment-là, je gagnerai 4 points de déplacement à effectuer dans mon tour. C'est-à-dire, par exemple, 1, 2, 3, 4, tiens, oui, j'avais envie de faire un peu le tour du propriétaire. Ou alors, je pourrais aussi faire 1, 2, 3. Parce que là, je rentre dans un terrain difficile qui est bordé de rouge, donc cela me demande 2 points de déplacement. Et puis terminer ici, 4. Voilà. Ça, ce sont les actions simples de base. Il faut savoir qu'une action de déplacement peut être coupée par une autre action. Nous pouvons très bien dire,
Mettons qu'ici, il y ait un ennemi, voilà, qui nous attend. Bon, ben, je suis ici, hein. Je vais faire 1, 2, non, allez, je suis ici, pardonnez-moi. Je suis ici, je fais 1. Ah ben tiens, je vais le combattre, donc action de combat, ce qui fera ma deuxième action pour le tour, puisque je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est quand même important. Nous avons 2 actions au total par tour. Donc je reprends. Action de déplacement, je fais 1 point de déplacement. Je décide de combattre cette racaille, ce ferrailleur. Je décide de le combattre pour une action de combat. Très bien, je le gagne, admettons. Il me reste quand même mon point de déplacement de ma première action. Donc je pourrais très bien continuer, non pas ici, parce qu'ici il me faudrait 2 points de déplacement, mais mon déplacement par ici, par exemple, pour 1. Passons maintenant à l'action de quête. Rappelez-vous, au tout début de l'explication, lorsque nous avons mis en place la fiche scénario, ici, du Commonwealth, il était stipulé lors de la mise en place d'installer la carte 14. Eh bien, la carte 14 est une carte quête. Alors voilà comment se compose une carte quête. Donc nous avons le numéro, l'intitulé de la carte, un texte de mise en ambiance qui nous décrit un peu le pourquoi du comment, et ensuite des choix. Alors une carte quête, il y a 2 choses. Concentrons-nous d'abord sur l'action quête. L'action quête est symbolisée par cette icône. Lorsque sur une carte quête, vous trouvez cette icône ici, d'engrenage ou de porte d'abri, on va dire, même pas d'étoile presque, vous voyez, il vous faut, pour réaliser la quête, faire une action quête. Donc ici, toute cette histoire semble un peu exagérée. Aller à Diamond City et enquêter discrètement sur place. Une fois rendu à Diamond City, donc un lieu colonie que nous avons vu tout à l'heure, ici par exemple, vous voyez, une fois rendu à Diamond City, vous effectuez une action quête. À partir du moment où vous êtes sur le lieu et que vous dites j'effectue la quête à Diamond City, eh bien vous déclenchez le résultat de la quête qui est ici. Là, en l'occurrence, la faction étoile augmenterait d'une case, vous gagneriez 2 loot, vous voyez ici, et vous installeriez ensuite la carte 16 et 67 et vous ajouteriez une carte 17 et cette carte serait détruite. Voilà, donc pour ce qui est d'installer, ajouter, nous y reviendrons pendant la partie. La deuxième façon, ça, c'est l'action quête. La deuxième façon d'accomplir une quête, c'est par exemple, au-dessus, ici, il y a marqué « tuer n'importe quel humain ». Là, à partir du moment où cette quête est installée sur le plateau de jeu, c'est-à-dire posée, là, en l'occurrence, elle a été posée par la fiche scénario, eh bien, dès que n'importe quel joueur tuera n'importe quel humain, bim, cette option de la carte quête se déclenchera. Donc là, elle fera gagner 2 loots à celui qui aura tué n'importe quel humain. Elle nous fera progresser le bouclier, la faction bouclier de 1, et elle nous fera installer la carte 15 et 134 et sera détruite. Ce qui veut dire que si cette partie de quête est déclenchée avant que quelqu'un ou n'importe qui, un survivant, ait fait volontairement cette partie-là de la quête, eh bien, cette partie ne sera plus réalisable. Vous voyez? Et donc, la progression du scénario ira dans un sens. Passons maintenant à l'action rencontre. Donc, lors de nos pérégrinations sur les terres désolées, il se peut, comme je vous l'ai dit, que nous terminions notre déplacement, ou bref, que nous ayons la volonté de faire une rencontre. À ce moment-là, il nous faut nous diriger dans un emplacement où il y a cette icône de rencontre là, qui est une rencontre des terres désolées. En l'occurrence, ici, c'est le camp des pillards, ou par exemple, nous pourrions décider d'aller faire une rencontre sur la route d'Ashbury, qui, elle, est une colonie. Ça, ce sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cartes différentes. Là, les cartes colonies, et là, les cartes terre désolée. Admettons que notre survivant décide de s'arrêter à la route d'Ashbury. Ici, nous prenons donc la première carte disponible. Nous déclarons que nous allons procéder à une action de rencontre. Je fais une rencontre. Je suis sur la route d'Ashbury. Ben, très bien. À ce moment-là, quand on joue à plusieurs, le joueur suivant prend la carte. Il ne la montre à personne d'autre qu'à lui-même, et il va lire le petit descriptif. Ici, un jaune, les sleeves, je m'aperçois que finalement, c'est pas si pratique que ça. Voilà.
Donc, on va lire le descriptif jaune à haute voix et ensuite, il lira les choix uniquement en gras au joueur, sans lui dire les résultats. Ce sera au joueur de choisir l'option qu'il va faire. OK? Alors, par exemple, je vous parlais du chiffre qui se trouvait souvent après l'icône de colonie ici, par exemple, qui indiquait le niveau. Eh bien, dans ce cas, si le joueur avait choisi l'option de parcourir les étals, eh bien, il aurait eu la possibilité de troquer symbole de caravane plus 1. Ça veut dire troquer symbole de colonie 1, donc niveau 1, plus 1. C'est-à-dire que là, il aurait la possibilité de faire 2 trocs. Alors, troquer, rappelez-vous, c'est aller à l'étal qui est ici, que nous avions posé, ici. Voilà. Et à ce moment-là, faut avoir la possibilité d'acheter un des éléments qui se trouve sur l'étal du troc. Voilà. Donc, troquer 2, ça veut dire qu'on a la possibilité d'acheter 2 fois, ou alors de vendre 2 fois, ou alors d'acheter une fois et vendre une fois. Voilà. Donc ça, c'est pour l'action rencontre. Une précision toutefois quand même sur les cartes, sur l'action rencontre. Il n'est possible d'effectuer une rencontre dans une colonie ou dans les terres désolées que si la case de la rencontre est libre de tout ennemi découvert. Un ennemi qui serait face cachée, comme ça, ne nous empêcherait pas de faire une rencontre. Là, un ennemi qui se retrouverait face découverte sur la case d'une rencontre nous empêcherait de faire l'action rencontre. C'est pour cela que nous allons voir l'action de combat. Admettons que notre survivante veuille faire une rencontre à la route d'Ashbury ici, mais celle-ci est occupée par un ennemi, donc elle va décider d'aller faire un combat. Alors pour une action de déplacement, elle va se déplacer sur la case de la route d'Ashbury, et pour sa deuxième action, elle va déclarer un combat. Alors un combat, comment est-ce que ça se passe? Nous prenons d'abord les attributs du pion ennemi. Ici, nous voyons son niveau, comme je vous l'ai expliqué. Son niveau est de 2. Cela veut dire que son nombre de points de vie est de 2. Pour tuer le Darillon, il va falloir faire 2 dégâts ou plus. Comment mesurerons-nous ces dégâts-là? Eh bien, nous allons jeter 3 dés. 3 dés comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous reconnaissez ici, c'est pareil, nous avons des cases sur le Darillon, ce sont ses points faibles. Alors, sur les 3 dés, nous allons devoir absolument faire au moins une touche torse ou 2 touches torse, ou alors 2 touches tête, ou une touche torse, une touche tête, mais bref, le toucher 2 fois en lançant ses dés. Ensuite, le monstre va simultanément nous attaquer. Lui, ses dégâts, nous les mesurerons avec ces touches ici. Vous voyez ces formes d'étoiles là? Ici, c'est une touche. Ici, c'est 2 touches. Et pour savoir le nombre de dégâts qu'il va nous faire, eh bien, il faut considérer son niveau. Chaque fois qu'une touche ne sera pas absorbée par une éventuelle armure que nous posséderions, eh bien, ici, si nous prenons ce pion, cela vaudrait 2 dégâts. Donc, nous prenons la touche multipliée par le niveau de l'ennemi. Donc, ici, 2 dégâts. D'accord? Pour l'exemple, admettons, nous attaquons le Darillon. Alors, nous n'avons aucune arme. Nous y allons à main nue. On jette les 3 dés. Allons-y. Voilà. Voilà le résultat des dés. Donc ici, nous touchons le bras. Ici, le torse et les jambes et le bras. Et ici, le torse. Ok. On a vu sur la carte de l'ennemi qu'il fallait avoir 2 touches ou plus et qu'il était, ses points faibles étaient la tête et le torse. Nous voyons ici que nous avons touché 2 fois le torse, sur celui-là et sur celui-là. Très bien, on a fait assez de dégâts pour vaincre le Darillon. Cependant, la résolution de dégâts se fait en commençant par l'ennemi. Donc, allons voir les touches que nous fait l'ennemi d'abord. Il nous fait 1, 2, 3, 4 touches. D'accord? 4 touches. Nous n'avons pas d'armure pour enlever de touches. Donc, à ce moment-là, il faudrait faire 4 fois 2, 8. Il nous met 8 points de dégâts.
Et si nous sommes encore vivants, nous pouvons comptabiliser les dégâts que nous lui faisons. Voilà. J'espère que là, c'est assez clair. Voilà pour le combat simple, c'est-à-dire sans armes, sans attributs, sans rien du tout. Seulement, notre survivante possède la fidèle pétoire. Et là, vous voyez qu'ici, il est marqué, donc, en plus d'une compétence spéciale, nous allons nous attarder ici. Ici, nous avons le L de chance, lucky, avec une arme. Ça veut dire que c'est une arme à distance qui nous permet d'attaquer notre ennemi à une case adjacente. Voilà. Donc d'ici, j'aurais pu toucher le Darillon sans me déplacer. Et en plus de cela, si l'ennemi que nous attaquons n'a pas cette icône-là sur son pion, ce qui est le cas ici. Par contre, si nous avions attaqué cet ennemi ici, la mouche croupie, elle, a l'icône à distance. Donc, comme celle-là ne l'a pas, nous lui infligeons automatiquement une touche. D'accord? Si l'ennemi a l'icône d'arme à distance, eh bien, cela s'annule. Voilà. Donc, dans ce cas ici, nous sommes à distance avec le Darillon. Nous utilisons notre fidèle pétoire. Donc, nous infligeons déjà une touche automatique. Très bien. Cette lettre L veut dire que si nous possédons sur notre plateau de joueurs l'attribut spécial, alors là, par exemple, L, ici, comme ceci, eh bien, cela nous autorise à relancer une fois tous les dés que nous désirons de notre lancer. Une seule fois, tous les dés que nous désirons. Si on a envie d'en relancer qu'un, on n'en relance qu'un. 2 ou 3. Voilà, une seule fois. Et ça, ces attributs, ces lettres, il y a des armes avec, qui peuvent posséder, par exemple, 2 lettres, et ainsi de suite. Ça peut être très, 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 très fort, ça. Donc voilà, pour notre lancer, admettons ici, si nous revenons sur notre premier lancer, qui quand même nous permettait de tuer l'ennemi, certes, mais qui nous faisait prendre quand même 8 dégâts, c'est énorme. Avec cette arme, et comme nous possédons, nous l'avons vu sur notre plateau joueur, la lettre L, nous aurions pu décider de relancer au moins 2 dés, chose que je vais faire. Admettons, je sais que comme je l'attaque à distance, parce que mon arme, je viens de vous l'expliquer, à l'icône à distance et que l'ennemi ne l'a pas, je sais que je lui inflige une touche. Donc avec ce dé-là, je sais que j'atteins le nombre de touches nécessaires pour le tuer. Et comme j'ai une relance L, eh bien je vais relancer ces 2 dés qui, eux, peuvent être préjudiciables. Allons voir si c'était un bon choix. Bon, là, en l'occurrence, c'est pareil, je refais la même chose, mais ça aurait pu s'avérer être un peu plus profitable pour nous. Bon, là, ce n'est pas le cas, ça ne change rien, mais c'était pour vous expliquer le principe de l'attaque et de l'aptitude tir à distance, ainsi que l'utilisation des lettres spéciales lors des attaques. Alors, attardons-nous vite fait sur quand même certains signes de compétences. Donc, vous avez quand même des aides sur le jeu est pas mal foutu, hein. En fin du livret, vous avez un récapitulatif de toutes ces petites icônes. Mais là, bon, je vais vous faire un petit tour vite fait. Donc ici, nous l'avons vu, c'est une arme qui permet de tirer à distance. Ici, nous avons 2 signes distinctifs de l'ennemi. Le rat de scorpion, ça va vous paraître logique parce que dans le jeu, c'est exactement ce qu'il fait. Cette icône-là de flèche au retour, c'est-à-dire que s'il n'est pas tué dans l'action de combat, eh bien, il s'enfuit et il revient face cachée sur le plateau. Et il faut savoir qu'un ennemi face cachée sur le plateau ne nous gêne pas, ne nous attaque pas, ne nous fait rien et ne nous empêche pas de faire des actions de colonie, par exemple, mais nous ne pouvons pas l'attaquer. Voilà, ça c'est important. Ensuite, donc ici c'est fait. Cette icône-là veut dire que si nous rentrons ou que l'ennemi rentre dans notre case lors d'une phase de déplacement, il attaque automatiquement, de suite. Et ce n'est pas une action, hein, c'est une attaque.
Voilà pour ces deux icônes. Celle-là, nous avons vu qu'il n'y en avait pas. Ici, eh bien, bon, ben voilà, nous avons vu l'icône d'attaque instantanée. Ici, c'est une icône loot, hein. Ben, si nous tuons ce pillard psychopathe, eh bien, nous allons piocher une carte butin. Ici, cette carte capsule, eh bien, il nous donne une capsule. Si nous ne le, hein, voilà, nous l'avons vu tout à l'heure, si nous ne le tuons pas dans le combat, eh bien, il se retourne face cachée. Ici, cette icône de bouclier, tout simplement, il veut dire que le pillard crasseux absorbe une touche. Voilà. Donc, et l'icône d'arme à distance. Et ici, nous avons l'icône d'attaque instantanée et l'icône radioactivité, hein. Nous prenons une radiation lorsque nous gagnons ce monstre, ou est-ce que cela veut dire... Ah là, tiens, j'ai un doute. Je vais quand même regarder sur l'aide de jeu dont je vous ai dit qu'elle était très très bien faite. Oui, lorsque cet ennemi vous touche en infligeant un montant de dégâts quelconque, on subit autant de radiation que son niveau. Ah, voilà. Ah oui, intéressant. Donc sans doute pareil pour les capsules. Ici, l'icône capsule, c'est pas une capsule, mais c'est autant de capsules que le niveau de la personne. Donc ici, ce serait 2 capsules. Et pour cette icône, s'il nous touche, eh bien, on prendrait 2 radiations, parce que son niveau est de 2. Voilà, en gros, pour les icônes de... c'est très vite, hein, mais voilà, ça, ce sont des choses que vous pourrez voir, vous, dans le jeu ou pendant la partie tout à l'heure. Alors, je vais faire un retour maintenant sur le plateau personnage. Vous voyez, en dessous du plateau, ici, il y a des icônes. Là, vêtements, mains, et ça, c'est pour les alliés. Et ici, c'est pour l'inventaire. Donc, en fait, un survivant ne peut posséder qu'une carte ayant l'icône veste, hein, c'est des armures en gros, hein, on va dire, qu'une seule carte possédant l'icône main, en général ce sont des objets, une seule carte avec ce symbole de «Oui, coucou, t'as vu, je suis ton pote», eh ben, c'est pour une seule carte d'allié, et ici c'est 3 cartes dans l'inventaire, hein. Donc une carte dans l'inventaire, ça peut être du briquet à baraque, ça peut être n'importe quoi, n'importe quoi. Une carte qui ne nous sert pas, on peut en avoir que jusqu'à 3. Certaines aptitudes permettent d'en avoir plus, mais bon. Et ici, vous reconnaissez le signe, vous reconnaissez, pardon, le signe, c'est pour poser ces cartes ici, là, que nous avons vu en début, qui nous permettent de gagner de l'influence et ou aussi de déclarer notre allégeance à un camp. Mais ça, on va le voir dans la partie, si je m'en occupe. Alors voilà, pour les cartes en possession, et maintenant nous allons nous intéresser un peu au système d'XP et à la façon de monter d'XP. Vous avez vu ici ce marqueur démarre à 0, c'est le marqueur de la piste d'XP. Alors, lorsque nous gagnons par exemple un ennemi, nous avons vu qu'un ennemi a un niveau, hein, ici, nous l'avons vu ici, par exemple ici nous avons un niveau 2. Lorsque nous allons vaincre ce Darion, s'il avait du loot marqué ici, ben, nous l'aurions pris, mais la chose la plus importante c'est qu'il nous donnerait 2 XP, autant d'XP que son niveau. Donc là, mettons, nous tuons le Darion, eh bien, il nous fait gagner des XP. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on gagne des XP? Eh bien, nous allons prendre le pointeur ici, nous allons le monter de 2. 1, 2, pardon. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons le monter de 2. Et pour monter de 2, nous ne comptabilisons pas les cases vides. Nous ne comptabilisons que les cases pleines. C'est-à-dire que là, ça ferait 1, 2. Voilà. Donc là, nous serions ici. Admettons, plus tard, nous tuons... Alors, qu'est-ce que nous allons tuer cette fois? Ah ben tiens, nous tuons une mouche bouffie qui nous donne, suivant son niveau, 1 point d'XP. Donc, nous ferions 1. Et nous arriverions ici. Nous sommes passés par le point de départ du pion XP. Hein, de L à E, nous avons fait le tour. Cela signifie qu'à partir du moment où nous sommes repassés par le début, nous gagnons un niveau. Quand nous gagnons un niveau, nous avons un sac ici, plein de petites lettres. Vous voyez? Voilà. Non, ça, c'est pas le bon côté. Ici, voilà, L, E, autant de lettres que de spéciales, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, dès que nous gagnons un niveau, nous fouillons dans le sac, nous prenons au hasard 2 pions,
Et voilà, nous nous retrouvons avec 2 lettres. Là, il nous suffit de choisir quelle spéciale nous choisissons. Bah, mettons, je décide de prendre le A. Hein, le S ne m'intéresse pas, eh bien je le remets dans le sac, et à ce moment-là, voilà, nous avons gagné une aptitude de plus. Ça peut être important, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour les armes, par exemple, ou alors pour effectuer des tests, parce que je ne vous ai pas parlé de tests. Lorsque nous allons remplir certaines quêtes ou certaines rencontres, il va nous être demandé de faire des tests. Et les tests souvent seront, par exemple, si vous voulez récupérer tel objet, faites un test sous EAL. Tiens, ah ben fameux, je les ai. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce que cela va me permettre? Eh bien, c'est exactement comme pour l'arme tout à l'heure, c'est-à-dire que pour autant de lettres demandées dans le test que je possède, je pourrai effectuer de relances de dés. Voilà, vous avez compris? Oui? Bien, très bien. Et si ce n'est pas clair, nous verrons en jouant. Voilà à quoi servent les lettres. Alors, admettons que lors de mon passage de niveau, là j'ai déjà les lettres E, A, L, on va refouiller, je viens de repasser le niveau. Hop, je prends 2 lettres au hasard et je tombe sur le E et le A, mettons. Hein, voilà, bon là c'est le E et le S, mais pour l'exemple, je tombe sur le E et le A. Ah mince, j'ai déjà ces lettres. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, je vais choisir, soit pour le A, d'aller prendre une carte aptitude ici. Voilà à quoi ça sert. Puisque j'ai déjà ces lettres en ma possession et que je ne peux pas les utiliser, ou que mettons, eh bien, tiens, après tout, vous voyez, j'avais le E et le S, ça marche aussi comme ça. Là, je viens de tirer le S, j'ai pas envie de prendre le S, je veux prendre l'aptitude E, eh bien, j'en ai le droit. Je vais dans le tas, je vais chercher les 3 cartes E ici, voilà, et je choisis parmi celles-ci, celle qui m'intéresse. Voilà. Et je la garde en ma possession jusqu'à ce que je m'en serve et que je la remette dans le tas disponible. Voilà pour le passage de niveau. Ça peut être très très intéressant ces cartes-là. Je vais finir avec un petit détail au niveau des factions. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des cartes influence, comme celle-ci, des cartes intrigues, pardon, avec bon, ben, les points d'influence qu'elles peuvent nous faire gagner. Mais en haut, ici, là, nous avons une icône. Ça, c'est important. Alors, je vais essayer de vous en trouver 2 différentes. Voilà, ici, c'est très bien. Voilà, vous voyez, il y a une icône pour chaque faction en jeu. Hein. C'est toujours l'étoile ou le bouclier. Eh bien, ça peut nous servir à chaque début de notre tour pour déclarer notre loyauté envers une faction. Alors qu'est-ce que cela va amener? Eh bien, en fait, les ennemis appartenant à la faction à laquelle nous déclarons notre loyauté ne nous attaqueront plus, ne se déplaceront même plus vers nous. Voilà. Par contre, les ennemis à la faction que nous aurons choisie, eux, seront sans merci vis-à-vis de nous. Voilà. On peut tout à fait, à chaque début de tour, enlever sa loyauté. Mettons un tour, je dis tiens, je vais être loyal à eux, là, au bouclier, au clan du bouclier, très bien, Nani. Au bout de 2 tours, la situation évolue, ça m'intéresse plus, bim. Hein. Et puis dire, oh, voilà, maintenant je suis loyal à eux, on fait ce qu'on veut. Oui, un complément, quand même, un complément important. Admettons que vous soyez loyal à la faction bouclier et qu'un de ces pions boucliers se trouve sur votre case. Là, normalement, un ennemi, quand il est sur votre case, eh bien, il vous empêche de faire une action. Admettons que vous soyez loyal à cette faction, comme ici, eh bien, il ne vous empêcherait pas de faire l'action rencontre si vous le vouliez. Et le truc, c'est que vous ne pouvez pas non plus, par exemple, les attaquer, puisque vous êtes alliés. Ok? Donc, si, par exemple, un objectif de quête, à un moment donné, et que cette quête vous intéresse, euh, dit qu'il faut éliminer un pion bouclier, et que vous êtes allié avec ce bouclier, eh bien, il faudra attendre le tour suivant, par exemple, pour casser votre alliance et pouvoir vous attaquer à lui. Voilà, c'est des choses à tenir en compte, c'est assez intéressant. On va finir par la dernière action, on va dire générique, hein, parce que voilà, encore une fois, là, je fais un éventail des actions principales. C'est l'action de campement. Alors ça, c'est à effectuer pendant notre tour. Pour une action, on peut faire une action de campement. À ce moment-là, nous récupérerons 3 PV.
Nous restaurerons toutes nos cartes à épuiser, c'est-à-dire si nous avions sur à côté de notre plateau de joueurs une carte topée, épuisée comme ça, eh bien nous pourrions la restaurer. Et en plus de ça, on gagne le trait bien reposé. Vous savez, le, alors attendez que je vous le retrouve. Le voilà. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Là, voilà, le trait tout content, bien reposé. Alors, ce trait particulier, ça nous procure une relance. Lorsqu'on le souhaite, on défausse ce jeton et lors d'un combat ou d'un test, eh bien, ça nous permet de gagner une relance et de relancer tous les dés de notre choix. Voilà. Donc ce pion-là peut se gagner pendant l'action d'établir un campement. Voilà, action de campement. Voilà, donc là, nous avons fait le tour des actions principales du jeu. Hein, c'est encore une fois, j'aime bien procéder de cette manière. J'espère que cela vous convient. J'essaye d'établir les actions principales, de vous montrer un peu le matériel général. Et ensuite, bien là, maintenant, nous allons nous lancer dans une partie où nous allons voir un peu les petits détails, les petites subtilités du jeu et pourquoi ce jeu est quand même très 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 intéressant. Donc je vous retrouve après la mise en place du premier scénario, le Commonwealth.